La question, l'enjeu, c'est de déterminer quels sont dans leurs mécanismes, dans leurs effets, dans leurs rapports, ces différents dispositifs de pouvoir qui s'exercent à des niveaux différents de la société, dans des domaines et avec des extensions qui varient. Grosso modo, je crois que l'enjeu de tout ça, ça serait ceci: l'analyse du pouvoir ou l'analyse des pouvoirs peut-elle d'une manière ou d'une autre se déduire de l'économie. Je ne veux aucunement effacer des différences innombrables, gigantesques, mais malgré et à travers ces différences, il me semble qu'il y a un certain point commun entre la conception juridique et, disons, si vous voulez, libérale du pouvoir politique, celle que l'on trouve chez les philosophes du XVIIIe siècle, et puis la conception marxiste, ou en tout cas une certaine conception courante qui vaut comme étant la conception du marxisme. Ce point commun, ça fait ce que j'appellerais l'économisme dans la théorie du pouvoir. Et par là, je vais dire ceci. Dans le cas de la théorie juridique classique du pouvoir, le pouvoir est considéré comme un droit dont on serait possesseur et dont on serait possesseur comme d'un bien, et que l'on pourrait par conséquent transférer ou aliéner d'une façon totale ou partielle par un acte juridique ou un acte fondateur de droit, peu importe pour l'instant, par un acte juridique qui serait de l'ordre de la cession ou du contrat. Le pouvoir, c'est celui concret que tout individu détient et qu'il viendrait, pour arriver à constituer un pouvoir politique, qu'il viendrait à céder totalement ou partiellement pour constituer une souveraineté politique. La constitution du pouvoir politique se fait donc, si vous voulez, dans cette théorie, cet ensemble de théories auxquelles je me réfère, la constitution du pouvoir politique se fait donc sur le modèle d'une opération juridique qui serait de l'ordre de l'échange contractuel. Analogie par conséquent manifeste et qui court tout le long de ces théories entre le pouvoir et les biens, le pouvoir et l'argent. Dans l'autre cas, bien sûr, je pense à conception marxiste générale du pouvoir, rien de cela c'est évident. Mais vous avez dans cette conception marxiste quelque chose d'autre qui est là, on pourrait appeler la fonctionnalité économique du pouvoir, fonctionnalité économique dans la mesure où le pouvoir aurait essentiellement pour rôle à la fois de maintenir des rapports de production et de reconduire une domination de classe que le développement et les modalités propres de l'appropriation des forces productives a rendu possible. Le pouvoir politique, vous voyez, aurait, dans ce cas-là, trouverait dans l'économie sa raison d'être historique. En gros, si vous voulez, dans un cas, on a un pouvoir politique qui trouverait dans la procédure de l'échange, dans l'économie de la circulation des biens, son modèle formel, et dans l'autre cas, le pouvoir politique aurait dans l'économie sa raison d'être historique et le principe de sa forme concrète et de son fonctionnement actuel. Eh bien, le problème qui fait l'enjeu des recherches là dont je parle, ce problème peut, je crois, se décomposer de la manière suivante. Premièrement, le pouvoir est-il toujours dans une position seconde par rapport à l'économie? Est-il toujours finalisé et comme fonctionnalisé par l'économie? Le pouvoir a-t-il essentiellement pour raison d'être et pour fin de servir l'économie? Est-il destiné à la faire marcher, à solidifier, à maintenir, à reconduire des rapports qui sont caractéristiques de cette économie et essentiels à son fonctionnement? Deuxième question, le pouvoir est-il modelé sur la marchandise? Le pouvoir est-il quelque chose qui se possède, qui s'acquiert, qui se cède
par contrat ou par force, qui s'aliènent ou se récupèrent, qui circulent, qui irritent telle région, qui évitent telle autre, ou bien faut-il au contraire essayer de mettre en œuvre pour analyser les pouvoirs sont profondément intriqués dans et avec les relations économiques, même si effectivement les rapports de pouvoir constituent toujours une sorte de faisceau ou de boucle avec les relations économiques. Et dans ce cas, l'indissociabilité de l'économie et du politique, cette indissociabilité ne serait pas de l'ordre de la subordination fonctionnelle, ni non plus de l'ordre de l'isomorphisme formel, mais d'un autre ordre qu'il s'agirait précisément de dégager. Eh bien, pour faire une analyse non économique du pouvoir, de quoi actuellement est-ce qu'on dispose? Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'on dispose vraiment de très peu de choses. On dispose d'abord de cette affirmation que donc le pouvoir ne se donne pas, ni ne s'échange, ni ne se reprend, mais qu'il s'exerce et qu'il n'existe qu'en acte. On dispose également de cette autre affirmation que le pouvoir n'est pas, premièrement, maintien et reconduction des relations économiques, mais en lui-même, primairement, un rapport de force. Les questions, ou plutôt deux questions. Si le pouvoir s'exerce, qu'est-ce que c'est que cet exercice? En quoi consiste-t-il? Quel est sa mécanique? On a là, à ce moment-là, quelque chose dont j'allais dire que c'était une réponse occasion. Enfin, une réponse immédiate qui nous paraît renvoyer finalement par le fait concret de bien des analyses actuelles. Le pouvoir, eh bien, c'est essentiellement ce qui réprime. Le pouvoir, c'est ce qui réprime la nature, les instincts, une classe, des individus. Et lorsque, dans le discours contemporain, on trouve cette définition ressassante du pouvoir comme ce qui réprime, après tout, ce n'est pas là. Le discours contemporain ne fait pas une invention. Hegel l'avait dit premier, et puis Freud, et puis Reich. En tout cas, être organe de répression, c'est dans le vocabulaire d'aujourd'hui le qualificatif presque homérique du pouvoir. Alors, est-ce que l'analyse du pouvoir ne doit pas être d'abord et essentiellement l'analyse des mécanismes de répression? Deuxièmement, deuxième occasion, si vous voulez, réponse occasion, si le pouvoir est bien en lui-même mise en jeu et déploiement d'un rapport de force, eh bien, plutôt que de l'analyser en termes de cession, contrat, aliénation, au lieu même de l'analyser en termes fonctionnels de reconduction de rapports de production, est-ce qu'il ne faut pas l'analyser d'abord et avant tout en termes de combat, d'affrontement et de guerre? On aurait donc en face de la première hypothèse qui est le mécanisme du pouvoir, c'est fondamentalement et essentiellement la répression, une seconde hypothèse qui serait le pouvoir, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Et à ce moment-là, on retournerait la proposition de Clausewitz, et on dirait donc que la politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, ce qui voudrait dire trois choses. D'abord ceci, c'est que les rapports de pouvoir tels qu'ils fonctionnent dans une société comme la nôtre, eh bien, ces rapports de pouvoir ont essentiellement pour point d'ancrage un certain rapport de force établi à un moment donné, historiquement précisable, dans la guerre et par la guerre. Et s'il est vrai que le pouvoir politique arrête la guerre, fait régner, ou tente de faire régner une paix dans la société civile, ce n'est pas du tout pour suspendre les effets de la guerre ou pour neutraliser le déséquilibre qui s'est manifesté dans la bataille finale de la guerre. Le pouvoir politique, dans cette hypothèse, aurait pour rôle
de réinscrire perpétuellement ce rapport de force par une sorte de guerre silencieuse, et de le réinscrire dans les institutions, dans les inégalités économiques, dans le langage, jusque dans le corps des uns et des autres. Ce serait donc le premier sens à donner à ce retournement de l'aphorisme de Clausewitz. La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens, c'est-à-dire que la politique, c'est la sanction et la reconduction du déséquilibre des forces manifestées dans la guerre. Et le retournement de cette proposition voudrait dire autre chose aussi, c'est que, à l'intérieur de cette paix civile, entre guillemets, les luttes politiques, les affrontements à propos du pouvoir, avec le pouvoir, pour le pouvoir, les modifications des rapports de force, accentuation d'un côté, renversement, etc., eh bien, tout ceci, dans un système politique, ne devrait être interprété que comme les continuations de la guerre. C'est-à-dire qu'il serait à déchiffrer comme des épisodes, des fragmentations, des déplacements de la guerre elle-même. On n'écrirait jamais que l'histoire de cette même guerre, même lorsqu'on écrirait l'histoire de la paix et de ses institutions. Et le retournement de l'aphorisme de Clausewitz voudrait dire une troisième chose, c'est que finalement, la décision finale ne peut venir que de la guerre, c'est-à-dire d'une épreuve de force où les armes, finalement, devront être juges. La dernière bataille, ça serait la fin du politique, plutôt la fin du politique, ça serait la dernière bataille, c'est-à-dire que la dernière bataille suspendrait enfin, et enfin seulement, l'exercice du pouvoir comme guerre continuée. Vous voyez donc, je crois que l'on rencontre, à partir du moment où on essaie de se dégager des schémas économiques pour analyser le pouvoir, on se trouve donc immédiatement en face de deux hypothèses massives. D'une part, le mécanisme de pouvoir, ça serait la répression, hypothèse, si vous voulez, que j'appellerais commodément l'hypothèse Reich. Et deuxièmement, le fond du rapport de pouvoir, c'est l'affrontement belliqueux des forces, hypothèse que j'appellerais là encore pour commodité l'hypothèse Nietzsche. Bon, ces deux hypothèses ne sont pas inconciliables, au contraire, elles paraissent même s'enchaîner avec assez de vraisemblance. La répression, après tout, est-ce que ce n'est pas la conséquence politique de la guerre, un peu, si vous voulez, comme l'oppression dans la théorie classique du droit politique, comme l'oppression était l'abus de la souveraineté dans l'ordre juridique. On pourrait donc opposer deux grands systèmes d'analyse du pouvoir, l'un qui serait le vieux système que vous trouvez chez les philosophes du XVIIIe siècle, qui s'articulerait autour du pouvoir comme droit originaire que l'on cède, constitutif de la souveraineté, et avec le contrat comme matrice du pouvoir politique, et ce pouvoir ainsi constitué risquerait, lorsqu'il se dépasse lui-même, c'est-à-dire lorsqu'il déborde les termes mêmes du contrat, de devenir oppression. Pouvoir contrat avec comme limite, ou plutôt comme franchissement de la limite, l'oppression. Et vous auriez l'autre système qui essaierait d'analyser au contraire le pouvoir politique non plus comme contrat, enfin selon le schéma contrat-oppression, mais selon le schéma guerre-répression. Et à ce moment-là, la répression, ce n'est pas ce qu'était l'oppression au contrat, c'est-à-dire un abus, mais au contraire, le simple effet et la simple poursuite d'un rapport de domination. La répression, ce ne serait pas autre chose que la mise en œuvre à l'intérieur de cette pseudo-fait que travaille une guerre continue, la mise en œuvre d'un rapport de force perpétuel. Donc, deux schémas d'analyse du pouvoir, le schéma contrat-oppression, qui est le schéma, si vous voulez, juridique, et le contrat domination-répression ou guerre-répression, dans lequel l'opposition pertinente n'est pas celle du légitime et de l'illégitime, comme dans le schéma précédent, mais où l'opposition est entre lutte et soumission.